Salut à tous, comme vous pouvez le voir à ma coupe de cheveux complètement instable, on est toujours confinés, et comme je m'ennuie toujours autant, on va pouvoir continuer la petite série de... Aujourd'hui, pas de review de film, mais je vais tenter de répondre à une question que personne ne m'a posée à part moi-même, est-ce que le porno c'est mal? Et oui, on a vu avec Dungeon que la pornographie pouvait amener à l'addiction et donc à une potentielle souffrance. Alors est-ce que ce serait pas mieux de simplement la boycotter? Eh bien moi je dis non. Rigolo. On va peut-être argumenter un peu plus quand même. Pour exposer mon point de vue, je vais utiliser les arguments principaux que j'ai pu entendre contre la pornographie. Et ce qui est très intéressant, c'est que ce sont des arguments qui proviennent de plein de gens différents. Que ce soit des associations de famille, des coachs en développement, et même de certains courants féministes. Alors attention, petite série de disclaimers. Comme c'est un peu long et chiant, pour ceux que ça intéresse pas, vous aurez Jean-Claude Van Damme qui danse avec ma tronche en bas de l'écran. Disclaimer numéro 1, mon but n'est pas de taper sur des individus en disant qu'ils ont tort, je ne vais que reprendre leurs arguments sans citer de nom. Ce n'est pas un appel à la haine, mais au débat. Disclaimer numéro 2, vous noterez que je dis certains courants féministes. Je me considère moi-même féministe, mais j'appartiens à un autre courant de pensée que ces personnes. Disclaimer numéro 3, je vais tenter de sourcer le plus possible mes propos via des études scientifiques ou des phénomènes médiatiques. Leur interprétation est subjective. De plus, certains de mes arguments sont idéologiques et révèlent donc d'une interprétation morale et philosophique personnelle. Je ne détiens pas la vérité, mais je vais exposer ma vérité, appuyée sur des ressources scientifiques. Et enfin, disclaimer numéro 4, sexe. C'est clair ? Ceci étant fait, on va directement passer au premier argument, sinon ça va prendre des heures et ça va faire une vidéo imbitable. Premier argument, la pornographie mène à l'addiction. Comme on a pu le voir avec Dungeon, l'addiction à la pornographie existe bel et bien, même si elle a du mal à être catégorisée par la CIM et le DSM, des bouquins qui recensent les pathologies et les troubles. De nombreuses études tentent à faire un lien entre, d'un côté, l'hypersexualité, la consommation excessive de porno associée de la compulsion, et de l'autre côté, l'addiction, notamment grâce à l'imagerie cérébrale. Mais on rentrera dans ces détails un peu plus tard, et oui je tease, oh là là! Qu'est-ce que je raconte, ça donne envie à très peu de personnes, des articles en anglais remplis d'analyses statistiques. Donc l'argument est juste alors? Eh bien non, petit chenapan, arrête ça tout de suite. L'argument c'est la pornographie mène à l'addiction. Mais c'est pas du tout le cas. C'est pas la rencontre avec le produit ou le comportement qui va provoquer l'addiction et rendre accro. Preuve en est tous ces gens qui boivent de l'alcool, jouent aux jeux vidéo sans être addicts. Ce sont les prédispositions de l'individu, que ce soit les prédispositions génétiques, un mal-être, le besoin d'échapper à une réalité anxiogène, qui vont transformer un comportement non pathologique en addiction. Mais c'est un argument qui va très bien fonctionner chez les jeunes qui se rendent compte qu'ils ont plein de soucis dans leur vie, dont une consommation excessive de pornographie. Et comme c'est plus simple de pointer du doigt un seul coupable plutôt qu'une constellation de problèmes, eh bien la pornographie se retrouve très facilement à la barre des accusés. D'un autre côté, ça permet à certaines personnes de se remettre en question sur leur consommation, de tenter de la changer, et donc de modifier leur mode de vie qui est peut-être la clé des problèmes. Du coup, tant que ça aide, pourquoi pas, les croyances sont pas forcément les ennemis des individus, et certaines nous permettent de trouver des équilibres plus vertueux. Mais de cet argument va en découler un autre, oh bien plus fallacieux selon moi, car sa tournure est prédatrice. Deuxième argument, le cerveau n'est pas fait pour la pornographie. Et c'est un argument particulièrement coriace, parce que non seulement il utilise et détourne des études scientifiques pour en faire dire ce qu'il veut, mais en plus il utilise des biais cognitifs. Je m'explique. J'ai pu tomber sur des vidéos de youtubeurs, influenceurs, philosophes, coachs en développement personnel, qui mettaient en avant une étude en particulier, qui semblait montrer que la pornographie avait un impact direct et néfaste sur notre cerveau. Sauf que ce que l'étude démontre, c'est que des personnes qui étaient des gros consommateurs de X, classés à risque par un auto-questionnaire, avaient un striatum plus petit que des gens qui consommaient moins de porno. Alors très rapidement, parce que je suis pas neurologue, le striatum c'est une zone du cerveau qui va être impliquée notamment dans le cycle de la récompense et les addictions. Sauf que plot twist! Dans la conclusion, les auteurs affirment que la taille du striatum chez les gros consommateurs n'est peut-être pas une conséquence, mais une précondition. Les personnes avec un striatum plus petit pourraient avoir besoin de plus de stimuli pour ressentir du plaisir, et donc se tourneraient vers la pornographie. Du coup, ce que cette expérience montre, sans ajouter d'idéologie morale par-dessus, c'est Peut-être qu'un trouble neurologiquement proche de l'addiction peut se développer quand on consomme trop de pornographie. En soi, mal lire une étude, c'est pas grave. Mais là, la formulation même de l'argument est biaisée. Et il y a un biais cognitif qu'on appelle l'appel à la nature. Donc l'appel à la nature, c'est prétendre que si quelque chose est naturel, alors c'est forcément bon pour nous. Et inversement, si quelque chose n'est pas naturel, alors c'est forcément mauvais. Sauf que c'est faux. Pour rappel, le Covid c'est naturel, et la chirurgie c'est pas naturel. Pour plus d'infos, je vous mets un lien vers la vidéo de la tronche en biais qui parle beaucoup mieux que moi de ce sophisme. Donc quand on dit le porno c'est mal parce que le cerveau n'est pas fait pour,
On dit que ce n'est pas naturel de regarder. Mais regarder des vidéos de coaching anti-porno, c'est pas naturel non plus, réfléchis. Avec la technologie, on a dépassé depuis très longtemps ce qui était biologiquement fait pour notre cerveau ou pas. À ce même titre, tout divertissement contemporain est néfaste parce que notre cerveau n'est pas fait pour ce genre de stimuli. Et oh les enfants, vous n'avez rien de mieux à faire que de regarder la fresque. Allez, on éteint. Et oui, là je chipote surtout sur la formulation, parce qu'en soi, le fond de l'argument, il est plutôt recevable. Mais justement, la langue elle est au service d'une idéologie et d'un message. Et là, on utilise ce biais de façon fallacieuse et je trouve ça vraiment pas honnête. Même si moi-même j'ai des biais cognitifs, je suis humain après tout. Hein? Je suis humain. Troisième argument, la pornographie provoque des dysfonctionnements érectiles. Alors là, ça va aller extrêmement vite, c'est juste faux, voilà. Quatrième argument... Non, on va quand même étoffer un petit peu là. Je trouve ça fou que ça persiste comme argument soi-disant scientifique, alors qu'il n'y a aucune base scientifique. Alors j'ai peut-être mal cherché, hein, mais j'ai trouvé aucune étude qui démontrait ça. J'ai même trouvé des études qui montraient le contraire. Ça va même plus loin, il y a une étude qui est très souvent citée pour prouver que le porno nous retirerait la capacité d'être des hommes virils au phallus flamboyant. Elle prouverait soi-disant que 50% des hommes qui consommeraient de la pornographie en grande quantité auraient des dysfonctionnements érectiles directement à cause du porno. La réalité était-elle sous nos yeux depuis le début? Le porno nous rendrait-il impuissants et incapables de prouver notre valeur lors de rapports pénétrocentrés? Nope. Voilà l'article en question. Alors déjà deux choses, vu le titre il parle pas de porno et de dysfonctionnement érectile directement. Ensuite je trouve ça marrant qu'on le cite pour ça alors qu'il y a un des gars qui l'a écrit qui s'appelle Moll. Ouais, c'est marrant. Si on le parcourt, on se rend compte qu'il ne parle pas spécifiquement de porno. Et la seule chose qu'il affirme, c'est que les sujets qui ont des comportements sexuels compulsifs de toutes sortes ont plus de chances d'avoir des problèmes d'érection et d'excitation dans des rapports intimes. Ce que ça veut dire, selon tous les auteurs des articles que j'ai cités, c'est qu'il y a très probablement une corrélation entre l'hypersexualité et les problèmes d'érection. Mais la cause est autre part. C'est l'anxiété, la dépression, l'estime personnelle basse qui vont très souvent de pair avec l'addiction qui amènent aux problèmes d'érection. Mais pas de panique. C'est un phénomène tout à fait réversible, et si ça vous touche, comme n'importe quel autre problème sexuel masculin ou féminin d'ailleurs, n'hésitez pas à aller en parler à un professionnel. Je sais bien que la honte est extrêmement forte pour ce genre de phénomène, mais personne ne vous jugera, et vous serez bien plus en paix avec votre sexualité si vous arrivez à vous ouvrir dessus. Et sinon, dans la catégorie argument pas du tout prouvé, il y a celui-là, c'est cadeau. Quatrième argument, la pornographie fait qu'on ne fait plus l'amour. Alors là, rien dessus. Même pas une vague corrélation, hein. Rien. Mais en fait c'est pire, dans les propos que j'ai pu entendre, il y avait Les Japonais font moins l'amour depuis quelques années, du coup la pornographie diminue les relations sexuelles. Attends, il suffit de dire une phrase random sans preuve pour que ce soit vrai? Les jeunes font moins l'amour qu'avant, du coup la pornographie diminue les relations sexuelles. Arrête, tu peux pas balancer des absurdités comme ça sans fondement. En plus, il y a plein d'autres raisons qui pourraient expliquer ça. Le nombre d'années d'études qui augmente, les préoccupations des couples qui changent avec les générations précédentes. Plein de trucs. Alors à mon avis, cet argument il est surtout là pour souligner une vision de l'homme viril qui doit faire l'amour pour être un homme. Alors c'est très bien de Ken, moi-même j'adore baiser. Mais t'es pas obligé de faire ça pour être un homme. Et venez, je vais vous dire un secret. On peut même être asexuel et être un homme. Je vous jure, hein. Notre pipou il est pas juste là pour faire des va-et-vient. Bon, on a vu les arguments scientifiques ou pseudo-scientifiques, et là on va rentrer dans des arguments un peu plus sociétaux. Du coup ça va être plus dur de sourcer scientifiquement mes propos, et donc je vais être un peu moins objectif, je préfère vous prévenir. Cinquième argument, la pornographie influence la société. Alors là je vous préviens, c'est de la pure idéologie subjective. Mais je pense que c'est faux, parce qu'à mon avis, c'est la société qui influence le porno. Le porno, il se nourrit de toutes les petites nouveautés sociétales, de chaque phénomène de société, pour essayer d'en créer un kink et de le vendre. J'en veux pour preuve cette terrifiante vidéo de plug anal hand spinner. Il y a des limites à ne pas dépasser. Et comme le dit bien Ovidie... En fait, on a le porno qu'on mérite, hein, et à chaque époque son porno. Le porno, c'est jamais que le reflet d'une société, c'est son reflet exacerbé, c'est le reflet le plus noir, je dirais, le plus exacerbé, le plus déformé. Et je pense que c'est très juste. La société et le marketing, ils n'ont pas entendu la démocratisation du porno par internet pour sexualiser à balle la femme. Surtout que la sexualisation dans un film X, je peux le comprendre. Mais dans un salon de l'auto, bof, hein. Et puis merde, j'ai l'impression qu'il y a quand même certaines choses qui sont moins permissibles qu'avant. Alors ok, il y a plein de clips musicaux ultra explicites, mais on voit plus de pubs de shampoing avec des meufs à poil dedans. Du coup, en vrai, je pense pas que le X influence tant que ça les médias et la société. Par contre, je pense qu'elle en dit beaucoup sur nos rapports sociaux. Sixième argument, la pornographie est accessible aux enfants et est un danger pour eux. Alors oui, c'est un argument très pertinent, dans une certaine mesure. Alors oui, l'accès au porno par les jeunes, c'est un vrai problème. Avec les smartphones et la démocratisation d'Internet,
Tout le monde peut avoir du cul en un clic, même les plus jeunes. En 2017, un sondage de l'IFOP révèle que 51% des jeunes entre 14 et 17 ans ont déjà vu de la pornographie, et beaucoup considèrent que c'était trop tôt. Cette donnée toute seule ne nous sert pas à grand chose, mais couplée au fait que selon certains chercheurs, la rencontre précoce avec la pornographie est comparable à un abus sexuel d'un point de vue traumatique, et qu'elle a un fort impact sur notre vision des corps et de la sexualité, là ça pose problème. Et oui, c'est un discours que vous avez déjà dû entendre, voire expérimenter, mais la pornographie induit des attentes chez les jeunes qui ne connaissent rien à la sexualité, à part ça. Tout peut être troublé, les filles peuvent penser qu'elles doivent être forcément soumises, maquillées, épilées, que leurs formes doivent correspondre à des normes précises, et que le but final de la sexualité, c'est la jouissance de l'homme. Et d'un autre côté, les garçons peuvent croire qu'il est primordial de mettre la performance au-dessus de tout, qu'ils doivent être musclés et avoir une énorme tub. Tout ça c'est vrai. Mais est-ce que l'accès à la pornographie par les jeunes est forcément la faute intrinsèque du porno ? Bah pour moi non. Déjà l'accès à internet et aux smartphones, ce sont les parents qui le garantissent. C'est à eux d'établir des limites précises pour protéger leurs enfants. Bon évidemment, ce contre-argument il serait plus efficace si la majorité des jeunes ne découvraient pas la pornographie en groupe, cachée du regard des parents. Puis même avant l'arrivée d'internet, les petits jeunes des autres générations ils se débrouillaient très bien pour trouver un magazine ou des images quelque part. Hein. La vraie question qui se pose, je pense, c'est celle de l'éducation sexuelle. Je suis intimement convaincu que la lutte contre les idées reçues véhiculées par le porno se fait au travers de l'éducation et de l'apprentissage. Et attention, je vous vois arriver les gros réacs qui hurlent le scandale dès que le mot sexe est prononcé. On parle pas d'apprendre la masturbation à l'école là, hein. Ça c'est que de la fake news, ça n'a jamais existé. Là je parle de parler et d'éduquer au sexe, pour débunker les inexactitudes. Créer un tabou autour du porno alors que les chiffres nous montrent que c'est une réalité pour eux va pas les aider. Il faut qu'on puisse leur donner du recul par rapport à ce qu'ils ont vu. Non, tu n'es pas obligé de ramener 4 copains pour baiser ta meuf. Non, tu n'es pas obligé de faire la chasse à tes poils pour plaire à Dylan. Non, ton sexe n'a pas besoin de faire 25 cm pour faire jouir ta copine. Ce sont des questions de ce genre qui pour moi doivent être soulevées. Et je pense que je choisis toujours aussi mal mes mots. La sensibilisation et l'éducation, contrairement à la censure et à la répression, protègent réellement. Cet argument que le porno c'est mal parce que les enfants y ont accès, ça me fait beaucoup penser à ceux qu'on utilisait contre les films d'horreur. Mais est-ce que c'est la faute du film, du réalisateur ou des acteurs s'il tombe entre de mauvaises mains ? Oui, c'est pas adapté pour lui, mais les artistes en soi ils sont pour rien. Encore une fois, les parents doivent faire attention à l'accès qu'ils permettent à leurs enfants. Septième argument, la pornographie objectifie la femme. Allez, je suis sûr que vous l'attendez celui-là, surtout quand je vais parler de féminisme. Ce qui est marrant avec cet argument, c'est qu'il est à la fois utilisé par certaines branches du féminisme et par des gros misogynes. Les uns critiquant la femme exploitée et les autres le dévergondage qui ne devrait pas avoir lieu. La femme c'est à la cuisine, au couple et tout le tintouin. Je pense que cet argument, il se découpe en deux parties en réalité. Il y a d'un côté la femme objet dans le porno, et de l'autre la femme exploitée dans l'industrie pornographique. Pour le premier, c'est vrai que la femme elle est très souvent montrée dominée, voire violentée dans le porno mainstream. Mais comme le dit Nikita Bellucci, une actrice, la femme n'est pas respectée dans l'industrie du porno. Je pense qu'il n'y a pas besoin du porno pour ça. Et comme j'ai dit avant, je pense que ça pose plus question sur nos rapports sociaux de dominance de façon plus générale. Puis il faut pas oublier que dans le porno, tout ce qu'on voit c'est faux et simulé. Donc la violence n'est absolument pas réelle, c'est une fois de plus du cinéma. Quand on fait un film de guerre, il n'y a pas de mort, c'est des fausses balles avec du faux sang, et bah là c'est des fausses claques. Après je pense qu'il faut savoir prendre le recul sur ces scènes-là et bien comprendre que c'est du cinéma. Enfin, quand on voit une actrice dans un film se prendre une gifle, c'est pas pour autant que ta femme, quand tu rentres chez toi, tu en décolles une quoi. Enfin, il y a un moment donné, il faut savoir faire la part des choses. Après, on peut se demander, est-ce que regarder du porno qui prône un modèle de domination patriarcale, c'est éthique ? Est-ce qu'on peut se considérer féministe et regarder du porn qui montre tout ce qu'on combat dans la vraie vie et prendre du plaisir ? Je pense que oui. Déjà, les actrices qui font certaines pratiques font ce qu'elles veulent. Elles disposent de leur corps comme elles le souhaitent, et on n'est personne pour juger si c'est mal ou pas. Ensuite, je pense que dans le féminisme, on peut explorer ses désirs, ses envies. Il me semble qu'au contraire, le féminisme devrait permettre à chacune d'explorer toutes ses envies sans être jugée bonne ou mauvaise militante pour ça. La sexualité, c'est une autre dimension. Un endroit où le plaisir et la pulsion sont maîtres. Et tant que tout est voulu et consenti, bah y a pas de problème pour aimer telle ou telle pratique. On peut même aimer être un homme dominant et une femme dominée et revendiquer l'égalité dans la société. Sans oublier qu'il y a des courants qui se revendiquent pleinement du féminisme et qui mettent un point d'honneur à valoriser l'égalité des sexes et à mettre en avant des pratiques qui se rapprocheraient plus de la réalité avec plus de diversité ethnique et corporelle. Affirmer que la pornographie objectifie la femme, c'est ne prendre en compte qu'une part du porno mainstream en oubliant le porno féministe, gay, transsexuel, lesbien non destiné aux hétéros, du femdom, etc. Il y a plein de pratiques et de mises en scène différentes dans la pornographie
qui n'objectifie pas la femme. Sauf que tout ça c'est bien mignon, mais ça nous empêche pas de consommer éthique et de regarder en face les problèmes qu'il y a effectivement dans l'industrie. Et comme je l'ai dit plus tôt, il y a un problème très important qui est l'exploitation de la femme dans l'industrie pornographique. On voit parfois les actrices comme des représentantes parfaites de l'American Dream, tournant dans des villas énormes. Et c'est vrai que certaines femmes arrivent très bien à tirer leur épingle du jeu. Et faut dire aussi que c'est un des rares métiers où les femmes sont mieux payées que les hommes. Mais se limiter à celles qui réussissent, c'est succomber au biais des survivants et occulter totalement celles qui galèrent. Voire pire, tout n'est pas une question de thunes, mais il y a aussi le consentement. En juillet 2020, le site Jackie et Michel est visé par une enquête pour viol et proxénétisme suite au signalement de plusieurs associations et à la sortie d'une vidéo de Combini en février de la même année. Dans les coulisses sordides du porno amateur, de nombreux témoignages de femmes mettent en avant des pratiques réalisées sans leur consentement. Il y a eu une double pénétration vaginale à laquelle je n'avais pas été prévenu avant. Puis j'en avais déjà un qui était en moi, et puis le deuxième allait se présenter pour rentrer là, et puis c'est là où j'ai eu un réflexe de dire mais non. Puis il m'a dit t'inquiète pas, ça va rentrer, puis ouais, c'est rentré. Il y avait des cailloux partout, moi j'étais à 4 pattes, j'avais presque les genoux en sang, j'étais vraiment pas à l'aise pour faire ça, puis faut le faire. Hein. Les petites règles aussi, c'était avant pas plus de gars avec qui je ferais des scènes, et au final ma première scène il y en avait 3, et on me dit mais t'inquiète, 2, 3 ça change rien. J'ai eu l'impression de céder complètement, ouais. Je pense que j'ai eu peur déjà de dire non et de me faire juger. Le site a essayé de se dédouaner en disant qu'il ne faisait que racheter des vidéos qui étaient sous-traitées par d'autres. Sauf que mon petit père, si Renault il achète des pneus défectueux à un sous-traitant et qu'il les commercialise quand même, Renault reste coupable. Tu ne fais que contribuer à un marché déjà instable pour les travailleurs pour ton propre profit. Mais alors justement, et si c'était pas le problème intrinsèque de la pornographie, mais plutôt celui de l'industrie pornographique, qui est une industrie capitaliste et libérale qui ne fait rien pour garantir des conditions de travail saines pour leurs travailleurs, justement pour s'en foutre plein les poches. Cette affirmation vous a été présentée par l'association des gauchistes progressistes anticapitalistes, l'association qui vous laisse deviner la 4ème rimaniste. Un indice, on aime les points levés. Du coup, ce qu'on peut faire, c'est pas forcément couper les ponts avec la production pour adultes, mais essayer de consommer éthique, ou du moins d'avoir un recul critique sur ce qu'on regarde. Comme on peut vouloir ne pas acheter des produits suremballés pour pas polluer, on peut essayer de trouver des scènes de cul où les gens qui produisent sont respectueux de leurs acteurs. On voit même beaucoup de femmes qui s'émancipent de ces carcans de l'industrie, pour se lancer sur OnlyFans ou des sites qui promeuvent les amateurs. Mesdames, messieurs, branlez-vous éthique. Nous allons maintenant nous aventurer dans une dimension bien plus subjective. Après avoir vu les sujets scientifiques et sociétaux, nous allons plonger dans le monde obscur de la morale. Et oui, il y a bien une idéologie qui se cache derrière tous les arguments qu'on a vus. Parce que ce sont des arguments moraux avant tout. Ils se basent sur une vision du monde bien particulière avec des normes précises. Et comme je vous garde le plus croustillant pour la fin, on va commencer par celui-là. Argument numéro 8. La pornographie n'est pas productive. Pour le coup, je le trouve vraiment con cet argument. No offense les gars, mais je vois pas en quoi quelque chose qui est pas productif, donc qui produit rien, est fondamentalement mauvais. Le porno, c'est un divertissement comme un autre, au même titre que lire un livre, voir un film ou une série. Avec certes une dimension culturelle un peu moins présente, bien que ce soit discutable, mais il y a fondamentalement une recherche de plaisir et de déconnexion avec le quotidien qu'on retrouve aussi avec les autres médias. Le loisir et le temps libre sont fondamentaux dans un monde qui prône le travail et la productivité à longueur de temps. En plus, c'est assez discutable de dire que le porno c'est forcément improductif. Ça peut permettre de découvrir des pans de sa sexualité. Puis pour moi, la curiosité et la découverte sont productives. Bon, on pourrait passer longtemps sur cet argument en confrontant les avis philosophiques, mais je suis pas forcément le mieux placé. Puis surtout, j'ai envie de passer au big boss des arguments moraux. Argument numéro 9. La pornographie est obscène et ne doit pas être montrée. C'est l'argument moral par excellence. Celui qui, selon moi, est le pilier de l'idéologie anti-porno. Et qui n'a pas vraiment raison d'être. Déjà, qu'est-ce que ça veut dire obscène ? Beaucoup d'antipornos se trompent en disant que ça vient du latin ob, devant, et skenae, la scène. Donc ce qui est en dehors de la scène, qui ne doit pas être montré. Oups, c'était pas ça ! Il aurait suffi d'aller sur Wikipédia, mais non, c'est trop compliqué, bah oui, les recherches... Alors ça vient bien du latin, mais de obscenus, qui est un signe de mauvais augure. Il ne désigne pas quelque chose qui ne doit pas être montré, mais quelque chose d'immonde, dégoûtant et ordurier. Alors moi je me pose la question, pourquoi on ne devrait pas le montrer ? Qu'est-ce qui est si fondamentalement tabou là-dedans ? La sexualité, c'est une part importante de nos vies. Elle est quand même à l'origine de notre existence. Pourquoi ce serait si mal, si immoral de montrer la sexualité ? Et du coup, des films comme Love de Gaspar Noé ou Nymphomaniac de Lars von Trier qui montrent des scènes de sexe ultra explicites et crues
On devrait pas les montrer? Et puis que dire des films extrêmement violents, c'est aussi obscène, alors on ne les montre pas? Bon, vous l'avez compris, je suis pas du tout d'accord avec ça. On devrait être libre de montrer ce qu'on veut tant que c'est un public averti. Il n'est pas de partie de nos vies, même si elles sont déformées, grotesques ou insoutenables, qu'on ne devrait pas mettre en scène et diffuser. Il fut un temps où il était immoral de peindre une vulve sous prétexte que le sexe devait rester de l'ordre de l'intime. Les personnes dont la morale empêche de concevoir la sexualité explicite sont conservateurs de cette époque. Et ça me fait encore une fois penser au monde du cinéma conventionnel avec le Code Hays, qui de 1936 à 1966 dictait et imposait ce qu'il était jugé moral de projeter. On retrouvait pêle-mêle l'impossibilité de montrer de la sympathie pour un meurtrier, des trafics de drogue, des blasphèmes et évidemment de la sexualité. Il fut abandonné pour laisser place à un système de classification des films par âge, comme celui qu'on peut retrouver en France, avec comme tout dernier référencement le fameux Rated X, que le cinéma porno s'est ensuite réapproprié. La boucle est bouclée. Et si vous pensez que la différence fondamentale entre ces œuvres et le porno, c'est que c'est de l'art et pas les films de cul, et que c'est l'art qui donne un passe-droit à l'obscénité, alors je vous laisserai avec cette citation de John Bierut, producteur et réalisateur. Il y en a qui font du porno pour baiser des filles à l'œil. Il y en a qui font du porno pour gagner plein de sous. Il y en a qui font du porno pour avoir du pouvoir sur les femmes. Il y en a qui font du porno parce qu'ils sont trop bêtes pour faire autre chose. Moi, je fais du porno parce que je crois que c'est de l'art. Voilà, j'ai pas spécialement envie d'apporter plus de contre-arguments à ça, parce que chacun est libre de faire ce qu'il veut et d'établir son système moral comme il l'entend. Le problème, c'est quand il vient culpabiliser quelqu'un de penser, voir et faire quelque chose. Et justement, mon but, c'est pas de culpabiliser les gens dont la morale me semble trop étroite, mais au contraire, de déculpabiliser le visionnage du porno. Et dans un cadre beaucoup plus large, d'enlever le tabou qu'il y a autour de la sexualité. Parce qu'en soi, moi, je m'en fous du porno. En revanche, je suis convaincu que beaucoup de gens seraient plus heureux, plus à l'écoute d'eux-mêmes et des autres, s'ils se sentaient pas coupables d'évoquer leur sexualité, de la questionner et d'en jouir. Alors, kiffez le porno ou pas, branlez-vous ou pas, faites du sexe ou pas, profitez de vos vies et de ce que vous estimez juste pour les autres et vous. Soyez en harmonie et en paix avec votre sexualité. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Comme la dernière fois, le pouce bleu, le partage, c'est les meilleurs moyens de m'aider. Vous pouvez aussi m'écrire en commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre et de débattre si vous n'êtes pas d'accord avec moi. Je tiens à remercier Mary pour la relecture, les conseils et le mixage qu'il a fait pour moi. Je sais pas s'il y aura d'autres épisodes en attendant le déconfinement parce que moi j'ai envie de sortir. Du coup la prochaine vidéo ce sera certainement un sketch et il est déjà écrit d'ailleurs. Mais ça m'empêchera pas de réfléchir à d'autres sujets comme ça en face cam, surtout que j'en ai plein d'autres dans ma besace. Allez la bise et protégez-vous surtout. Je vais pas refaire la vanne du gars qui attend pour les crédits quand même. Pas besoin.